La démarche de l'annonce de la séropositivité à l'enfant. Comme je disais tout à l'heure, elle est inspirée de l'éducation thérapeutique parce que nous avons eu la chance en 2006 d'avoir une formation avec Format Santé qui était sponsorisée par la Fondation GSK. Et on avait pour enseignant Anne Beni avec une très belle équipe du Bénin. On a fait C'était vraiment très bien. Et donc, comme je disais, c'est une démarche qui est inspirée de l'éducation thérapeutique. Et on a pensé ici parler de l'éducation thérapeutique, mais ce n'est pas le seul moyen pour arriver à l'annonce. Hein. C'est juste une des démarches. Et ici, on a pensé que la démarche de l'éducation thérapeutique, c'était justement d'amener le patient à exprimer ses besoins, parce qu'on a pensé que c'était très important. Très souvent, on ne laisse pas les patients parler. On a tendance à leur dire beaucoup de choses. On a pensé que c'était bien pour qu'ils puissent collaborer avec les éducateurs et que le patient puisse informer son entourage de sa maladie et surtout faire valoir ses droits. Alors là, c'est un tout petit résumé de la particularité de l'éducation thérapeutique chez l'enfant. On sait que l'enfant, en général, dépend de l'adulte. Donc, on saura que son observance va dépendre de l'adulte. Donc, c'est une consultation, on dirait, à 3, où il y a l'enfant, il y a le parent et il y a l'éducateur. On sait aussi que ça va dépendre des stades de développement parce qu'il est important de tenir compte du stade de développement pour savoir comment est-ce qu'il faut s'adresser à l'enfant, comment il faut lui dire des choses et quels sont les outils et les techniques qu'il faut employer. Il faut pouvoir tenir compte de types d'affects et d'émotions qu'on peut avoir à cet âge-là, prendre en compte les émotions et surtout rendre, comment est-ce que je dirais, l'éducation ludique. Parce que c'est important que ça passe par le jeu, les contes, parce que l'imagination de l'enfant est souvent assez fertile et par rapport à ça, ça peut nous amener à faire des choses de manière correcte. Donc là, on vous a mis quelques stades de développement, juste pour résumer. Alors, qu'est-ce qui justifie cette démarche? On sait qu'en général, comme je disais tout à l'heure, l'enfant dépend de l'adulte. Alors, parce que l'enfant dépend de l'adulte, il va jouer un rôle primordial. Et l'observance que va avoir l'enfant, les résultats qu'on aura, vont beaucoup dépendre de l'adulte. Alors, il est important que celui qui accompagne l'enfant puisse répondre aux questions de l'enfant parce qu'il arrive quand même une période où l'enfant questionne beaucoup. Il va poser beaucoup de questions et il faudra que l'adulte soit capable de répondre. Il faudra qu'il soit capable de lui annoncer sa maladie et il faudra aussi qu'il puisse voir chez l'enfant quels sont les signes d'inconfort et pouvoir faire appel aux soignants quand c'est possible et surtout solliciter les autres membres de la famille parce que quelquefois, comme on a vu hier dans des cas pratiques, quelquefois l'adulte qui a l'habitude d'accompagner l'enfant peut ne pas être disponible. Donc c'est important que l'entourage soit au courant pour pouvoir solliciter d'autres membres. Alors, en général, ce qui fait qu'on ne puisse pas le dire, c'est que nous sommes très souvent confrontés à la difficulté que nous rencontrons avec les parents. Les parents ont du mal à nous laisser annoncer le statut à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont très peur. Parce que parler de la séropositivité à son enfant, c'est lui parler de soi. Et vous savez, nous sommes dans un contexte où on ne parle pas beaucoup de soi. Parler de soi en termes de séropositivité, c'est aussi pouvoir parler de sa sexualité. On est dans une société où on ne parle pas beaucoup de sexualité, et encore moins de la sexualité de nous, adultes ou des parents. Donc, c'est très délicat parce que les parents se disent, les enfants, ils vont nous poser des questions du type « Comment toi tu as fait pour l'avoir ?» Et c'est des questions qui sont très embarrassantes pour nous. Donc, en tant qu'adultes et parents, souvent, c'est très difficile. Donc, quelquefois, c'est des choses qu'on n'arrive pas à dire. Et c'est une des limites. Et aussi, le parent, quelquefois, a peur que l'enfant soit rejeté. Il a surtout peur que l'enfant fasse sortir le secret. Parce que, en général, on a peur, on a honte, et on ne voudrait surtout pas, on se dit,
même si c'est dans le cadre de la famille, on voudrait mieux que ça ne sorte pas. C'est-à-dire si ça peut rester vraiment un secret qu'on garde au fond de son estomac, c'est beaucoup mieux. Il y a aussi le souci de protection, parce qu'on se dit, c'est des enfants, ils sont tout petits, est-ce que ça ne va pas les traumatiser? Est-ce qu'il faut le dire? Parce que si on le dit, est-ce qu'il n'aura pas peur de mourir? Est-ce qu'il va pouvoir prendre ses médicaments? Est-ce qu'il ne sera pas dépressif? Et justement aussi pour protéger contre les attitudes de rejet de l'entourage, parce qu'on a vu des enfants qu'on a sortis des écoles ou qu'on a mis à part dans des familles à qui on a donné leur plat, leur fourchette parce qu'on savait qu'ils avaient le VIH. Alors, chez les soignants aussi, c'est quelquefois un gros problème parce que quelquefois, on a peur de faire mal. On a envie d'être la personne qui est toujours bien vue par l'enfant et on ne veut pas être la personne qui véhicule les mauvaises nouvelles. Et c'est important de remettre ça ici parce que il faudrait quand même qu'on puisse se dire que le diagnostic reste quand même quelque chose de médical. Ça reste quand même quelque chose qui doit pouvoir être fait à l'hôpital. Et parce que ça doit pouvoir être fait à l'hôpital, c'est important que nous ne puissions pas toujours seulement nous placer à la place des parents, mais que nous puissions reprendre tout à fait notre place de soignants. Alors, les conséquences quand cette annonce n'est pas faite. Vous savez, les enfants ont une imagination débordante, comme je le disais tantôt. Quelquefois, ils se posent quand même beaucoup de questions. Ce traitement que je bois, certainement que j'ai quelque chose de grave. Et quelquefois, de cette imagination débordante, on peut avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il peut se représenter des choses qui sont bien plus graves qu'elles ne le sont. Parce que justement, dans le cadre du VIH, on sait ce que c'est, on sait que ça se soigne, on sait que c'est peut-être grave, mais on sait quand même qu'on peut vivre avec. On est dans le cadre d'un état chronique et c'est important qu'on puisse en parler pour que justement on n'ait pas toujours sur soi tout ce qui est dit, de dire quand on a le sida on va mourir, et parce que l'enfant peut soupçonner, il peut le soupçonner, il peut se sentir diminué, il peut avoir des attitudes dépressives, il peut être triste, il peut même se sentir coupable, hein, parce que quelquefois les enfants portent la culpabilité des parents, et quelquefois même perdre confiance en leurs parents. Et pour les parents, il faut qu'on puisse aussi nous représenter que c'est important qu'on les prépare longtemps à l'avance parce que plus le secret va durer, plus il sera difficile de le dire, comme dans toute chose. Même quand on parle de la révélation quelquefois aux partenaires, plus on va prendre du temps pour le dire, plus difficile ça sera à faire. Et pour les soignants, il est important, vous savez, les enfants, ils perçoivent les non-dits. Vous ne pouvez pas parler de CD4 devant les enfants, vous ne pouvez pas parler d'un certain nombre de choses. Et justement, l'enfant, il peut perdre confiance. Et l'adhérence à l'adolescence va s'en ressortir. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire l'annonce? Il y a les droits de l'enfant, évidemment. On dit il a droit de savoir. Et ici, parce que je vous ai dit qu'on avait utilisé la méthode de la démarche de l'ETP, dans les fondements de l'ETP, il est important de reconnaître la personne comme sujet de soins. Hier, quand je discutais avec une des participantes, elle disait, mon patient m'a demandé, un enfant, il m'a demandé une fois, mais pourquoi moi je viens toujours en consultation, puisque quand je viens, on parle seulement à maman, on ne me parle jamais à moi, à quoi ça sert que je sois là? Je crois que ça, c'est une bonne question, parce que ça nous ramène à ce que nous devons savoir qu'on doit pouvoir être sujet de soins et non, les enfants doivent être sujets de soins et non objets de soins. Il faut pouvoir établir une bonne relation entre le médecin et le malade pour permettre justement à la personne de se structurer et de se responsabiliser et par là de s'autonomiser. Alors, comme je disais tout à l'heure, sujet de soins, c'est pouvoir reconnaître à l'enfant son besoin de la maîtrise de son corps et de sa vie. C'est important, c'est un être en construction, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas maîtriser son corps. Comme je disais tantôt, il vaut mieux qu'il ne découvre pas tout seul sa séropositivité, parce que vous savez, on est dans des contextes où quand on dit séropositivité, on dit sida, on voit la mort, on voit beaucoup de choses. Donc c'est important que cela soit bien canalisé pour que l'enfant ne le découvre pas seul et qu'il se fasse des idées. Et parce que l'enfant sera au courant, il pourra mieux percevoir l'information et il pourra mieux faire face à sa maladie. Donc, la connaissance du statut va donner une meilleure capacité à réagir et moins de problèmes psychosociaux.
Alors, pour les parents, des raisons, c'est qu'ils vont quand même être soulagés parce que vous savez, comme on le dit si bien, le poids du secret. Le secret pèse. Alors, chaque fois qu'on peut en parler, ça nous libère. Ça nous libère et ça permet qu'on déprime moins parce qu'on est moins triste et qu'on peut mieux gérer et surtout on peut mieux communiquer désormais. C'est-à-dire qu'on peut mieux communiquer avec le médecin qui s'occupe de notre enfant, mais on peut aussi surtout mieux communiquer avec notre enfant et ne pas lui dire tout le temps « Ah, c'est des médicaments ou c'est des vitamines, il faut les boire ». Mais pouvoir lui expliquer, c'est important. Donc, on va se rendre compte que l'annonce est importante parce qu'elle va permettre l'adhésion au traitement. Plus l'enfant va grandir, plus on va se rendre compte que la responsabilité du traitement va passer de l'adulte à l'enfant. Et parce qu'elle va passer de l'adulte à l'enfant, c'est important qu'il sache. Parce que s'il ne sait pas, eh bien, il vous mettra votre boîte de comprimés sous le lit ou, je ne sais pas, dans les toilettes et il vous fera croire qu'il a bu. Puisqu'il va bien, il n'a pas de raison de prendre du traitement. Et comment lui expliquer que c'est important de boire le traitement à des heures précises quand il ne sait pas pourquoi et que lui, il va bien? C'est très difficile. Donc, il est important de le lui dire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce n'est pas l'annonce qui résout tous les problèmes. Parce que c'est vrai que hier, quand on discutait, on a pensé que l'annonce résolvait tous les problèmes. Ça va résoudre une partie du problème, mais ça ne va pas permettre une adhésion optimale parce qu'on nous avait appris qu'un patient éduqué n'était pas forcément un patient compliant. Donc, mais c'est quand même important qu'il le sache pour mieux gérer. Alors, là vient la grosse question dans la stratégie. Qui, quand, où, comment, pourquoi, par qui? Ça, c'est la grosse question parce que, comme je disais tout à l'heure, le diagnostic est médical. Et malheureusement, dans le VIH, on a tendance à vouloir reporter ça un peu soit à la maison, soit à la communauté, soit à un autre personnel. On a tendance à croire que ça devrait pouvoir se faire ailleurs. C'est important que ce soit recadré parce que je crois que c'est la seule maladie pratiquement où on discute de qui va dire. Je crois que je discutais hier avec le docteur Masson et on en parlait justement. Qui doit dire? Donc, il est important que ce soit recadré parce que c'est important qu'on sache quand même que c'est une maladie. Et parce que c'est une maladie, ce serait peut-être important qu'on revoie un peu la question du qui. Alors, quand est-ce que ça peut commencer? En général, l'enfant commence à poser des questions où il a des attitudes. Et quand il commence à poser des questions, peut-être que c'est le parent qui va attirer votre attention en vous disant « Tiens, il ne veut plus prendre son traitement, il me demande pourquoi il le prend. » Donc, le meilleur moment à identifier, c'est quand il commence à poser des questions. Quand il commence à poser des questions, on commence à se rendre compte qu'il y a une certaine maturation. Il veut savoir. Et parce qu'il veut savoir, il faudrait qu'on puisse lui donner des explications, évidemment en fonction de son âge. Parce qu'on ne va pas lui dire VIH comme ça de manière brutale s'il n'a pas encore l'âge d'entendre VIH. Dans la littérature, vous allez voir que c'est, en général, on met 10-12 ans, parce qu'on se dit que c'est l'âge de la pensée formelle. Mais depuis 2006, que nous faisons l'éducation thérapeutique justement dans cette démarche, nous nous sommes rendus compte que ça intervenait beaucoup plus tôt, c'est-à-dire vers 8-10 ans. C'était déjà très possible de le dire, parce que justement, à cet âge-là, on commence à comprendre, et on comprend beaucoup de choses. Il peut comprendre ce que c'est que la maladie chronique, il peut comprendre pourquoi on doit prendre le traitement à vie. Et c'est même la période idoine, on dirait, pour passer le message. Parce qu'on s'est rendu compte que plus tard on va le dire, plus ça sera difficile à gérer parce qu'effectivement, l'enfant il va réagir comme un adulte. Surtout quand on le fait à l'adolescence. Donc, la période idoine, vraiment, ce serait entre 8, 10, 11 ans. Parce qu'à ce moment-là, on intègre encore facilement les choses et puis on n'a pas tendance à trop les aggraver. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus la capacité de l'enfant qui va plus que l'âge. Hein. Donc, ce n'est pas tellement l'âge, mais on va se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont bien plus éveillés. Et on va se rendre compte aussi qu'il y a des enfants qui vraiment ont 14 ans, mais ils réfléchissent comme des enfants de 6 ans. Donc, ce n'est pas l'âge, en fait, c'est la maturité.
Et c'est pour ça que c'est important de discuter avec les enfants quand ils viennent en consultation et ne pas seulement discuter avec l'adulte. Non, on va toujours partir de ce que l'enfant veut. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Et tenez-vous tranquille, dans l'expérience que j'ai souvent, quand un enfant vous dit qu'il ne veut rien savoir, il sait tout. En général, il sait tout. Quand il vous dit, tu veux rien? Non, 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 je ne veux pas savoir. En général, quand il dit qu'il ne veut pas savoir, il sait. Donc, il faut toujours tenir compte et il faut justement interroger pour savoir ce qu'il sait. Il faut surtout beaucoup, ce n'est pas un questionnaire ou un interrogatoire policier, hein. Il faut savoir le mener et très souvent, ils nous disent beaucoup de choses, des choses qu'ils ont même quelquefois entendues. Et il faut surtout répondre aux enfants, comme je le dis souvent, en langage clair. Il faut éviter surtout de leur mentir. C'est très important. Il vaut mieux leur dire la vérité à moitié que de leur dire des choses qui ne tiennent pas la route. Parce qu'il reste le meilleur indicateur pour nous dire quand est-ce qu'il faut le dire. Alors, ça c'est la grosse question à laquelle on va peut-être essayer tous ensemble de répondre. C'est peut-être de savoir, en général on dit, est-ce que ce sont les parents qui doivent le faire? Est-ce que ce sont les soignants? Est-ce que ce sont les parents ou les enfants? Mais ce qui est important ici, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit pouvoir quand même se replacer dans le cadre, penser quand même que c'est un diagnostic et que le diagnostic, il est médical. Déjà penser au fait qu'on doit le replacer à l'hôpital, mais aussi et surtout solliciter les parents pour savoir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. On ne doit pas forcément presser en disant « vous devez annoncer, vous devez annoncer », mais solliciter. Parce que très souvent, de l'expérience que nous on a dans notre site, ils préfèrent que ce soit fait à l'hôpital. Ils préfèrent que ce soit fait par les soignants. Donc, il faut interroger les patients sur leurs souhaits, les parents sur leurs souhaits parce que c'est très important. L'importance du consentement des parents, parce que tant que les parents ne sont pas d'accord, c'est très difficile d'annoncer. Pourquoi je dis que c'est très difficile d'annoncer? Il faut tout faire pour essayer de convaincre les parents. Parce que même si on annonce sans le consentement des parents, ce qui n'est pas toujours, comment est-ce que je dirais, peut-être juste, mais peut-être pas très bien, le message va être contradictoire. Vous pensez, vous dites VIH à l'hôpital et le parent lui dit tuberculose à la maison, perturber l'enfant. Donc c'est important qu'on fasse des parents nos alliés. Les parents doivent être nos alliés et on doit tout faire pour les convaincre quand on veut faire l'annonce. Et comme je disais tout à l'heure, de cela va découler la cohérence du discours. Parce que, comme je disais, on dit VIH à l'hôpital, à la maison, on dit tuberculose ou palu, ou tout simplement. Ça va embrouiller l'enfant. Et comme il commence à grandir, il saura comment utiliser ça contre nous. Parce qu'il pourra dire, oui, mais on m'a dit que c'était la tuberculose, elle est guérie, alors je ne sais pas pourquoi je dois continuer de boire des médicaments. Donc, c'est important qu'il y ait une certaine cohérence. Alors, comment effectuer l'annonce? Ça, c'est vraiment de manière succincte. Il faut déjà obtenir le consentement des parents, c'est très important, comme on le disait d'abord. Et après, il faut pouvoir préparer les parents, c'est important. Mais pas seulement le parent, il faut aussi préparer l'enfant. Parce que l'enfant, il ne va pas arriver le premier jour et puis on va lui dire « tu as le VIH ». Donc, il y a quand même des séances avant qu'il faille faire parce qu'il faut faire adhérer le parent, mais il faut pouvoir faire entrer l'enfant dans la dynamique, mais tout doucement. Et puis après cette dynamique, il y a l'annonce. Et dans l'expérience que nous, on a dans notre site, nous ne faisons pas vraiment l'annonce. Nous, par les séances que nous faisons et par le discours que nous leur tenons, par l'interactivité que nous avons, c'est eux qui prononcent le mot VIH, c'est eux qui prononcent le mot SIDA. C'est-à-dire qu'on leur laisse déduire ce que c'est. Et ça passe mieux que lorsqu'on le leur dit, même si après, on va le reprendre. Donc, après cette annonce ou après cette déduction, il y a la gestion des réactions émotionnelles, ce qui est très important parce que quand ça arrive, il faut pouvoir regarder, savoir est-ce qu'il pleure, pourquoi il pleure et surtout, il y a la transmission des premières informations sans tout dire. Il faut dire l'essentiel, il ne faut pas l'abreuver de beaucoup d'informations au même moment et surtout le suivi. Il faut les revoir. C'est important, revoir. Même quand vous avez l'impression qu'il reste impassible, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se passe pas des choses. Donc, c'est important de revoir l'enfant. Alors, comment on en arrive à
à déterminer qui et comment faire l'annonce. Au départ, il y a la sélection des enfants. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine maturité psychologique et on ne les prend pas tous en vrac. Ceci peut se faire en séance individuelle comme ça peut se faire en séance de groupe. C'est-à-dire qu'on peut les prendre en individuel, mais on peut aussi les prendre en groupe. Mais quand on veut les prendre en groupe, il faut s'assurer qu'ils répondent à certaines caractéristiques qui sont les mêmes. Alors la sélection, on va partir des enfants qui ont une mauvaise observance, peut-être parce qu'ils veulent déjà savoir, ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent les médicaments. On va prendre des enfants qui sont en échec thérapeutique. Quelquefois, on prend aussi des enfants pour prévenir l'échec thérapeutique et surtout le passage à une autre ligne. Vous savez, les médicaments, on n'en a pas beaucoup. Alors vraiment, on fait le maximum pour les garder le plus longtemps possible à une ligne. Et concrètement, on va convoquer les parents, on va discuter avec. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant même déjà de convoquer les parents pour discuter avec, on essaye pendant toutes les consultations avant, dès qu'ils ont déjà l'âge de 6 ans, 7 ans, on commence à en parler, justement pour que les parents soient suffisamment sensibles. S'ils disent non, on diffère le processus, parce qu'il y en a qui nous disent, écoutez, moi, franchement, j'attends que mon enfant ait 16 ans. Et puis, s'ils disent oui, alors on discute des modalités. Comment est-ce que ça sera fait? Qui va le faire? Où est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va le faire? Et surtout, le questionnement qui arrive souvent, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça? Vous pensez quand mon enfant sera traumatisé, comment est-ce que je vais le gérer? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir garder le secret? Donc, vous avez à rassurer les parents parce qu'eux aussi vont vous dire quel est leur vécu. Parce que la consultation de l'enfant, justement, n'est pas que la consultation de l'enfant. Très souvent, c'est aussi la consultation du parent. Alors, comme je disais tout à l'heure, à l'annonce proprement dite, une fois que le mot VIH apparaît, et qu'une fois que le mot sida apparaît, il faut déjà pouvoir faire la différence parce que souvent, ils nous disent « j'ai le sida ». Et on doit pouvoir travailler pour leur dire « écoutez, vous portez le virus, vous êtes séropositif, mais vous n'avez pas le sida. Celui qui fait le sida, c'est celui qui fait la maladie. » Et justement, pour ne pas faire le sida, c'est pour ça qu'il y a les médicaments, c'est pour ça qu'on te demande ci, c'est pour ça qu'on te demande ça. Et ensuite, une fois que le mot est apparu, il faut justement privilégier l'écoute. Parce que quelquefois, c'est « est-ce que je vais mourir ?» Et si les parents sont déjà morts, est-ce que c'est ce que ma mère avait? Donc, il faut privilégier l'écoute parce qu'il y a un questionnement souvent qui va arriver. Et justement, on doit accepter les réactions. Parce que si vous avez un enfant en face de vous qui se met vraiment à pleurer, vous n'allez pas commencer à lui dire « oui, mais ce n'est pas grave, non, tu sais, on soigne ça et tout ». Il faut le laisser pleurer. Quelquefois, pleurer, c'est bien. Ça nous fait du bien, même à nous les adultes. Donc, il faut accepter ces réactions comme étant normales et il faut laisser le temps à ces émotions de s'exprimer. Il faut laisser l'enfant parler et si besoin, s'il est très calme, il faut peut-être le relancer en lui demandant « qu'est-ce que toi tu as compris? Est-ce que tu pourrais me redire ce que tu as compris ?» et vraiment reformuler ce qu'il a exprimé comme sentiment. Comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de lui donner beaucoup d'informations. Il vaut mieux lui dire des phrases très courtes et très simples. Il faut lui donner une information qui est adaptée à son âge. Parce que si vous commencez à lui dire, je ne sais pas, échappement viral par exemple, il ne comprendra rien du tout. Même en adulte, ce n'est pas sûr qu'on comprendra. Donc, il ne faut pas chercher des mots très compliqués. Il faut vraiment faire, comme on dirait, du terre à terre, c'est-à-dire vraiment descendre à son niveau. Il ne faut pas chercher à tout dire et surtout et toujours encourager l'espoir. Parce que je pense que c'est même là-dessus qu'on doit pouvoir s'arrêter. Et comme je disais tout de suite, par rapport au suivi, il faut revoir assez rapidement l'enfant. Ce qu'on se dit souvent par rapport à la disponibilité des parents, c'est on les revoit tout de suite dans la semaine. C'est important de les revoir. Même s'ils ne disent rien, c'est important de les revoir tout de suite après, justement parce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils ont compris. On a besoin de savoir comment ils le vivent et il ne faut pas hésiter à le répéter au fur et à mesure que l'enfant grandit parce qu'il faut pouvoir le dire, le répéter, parce qu'un message, une annonce, comme on le verra plus tard, l'annonce, elle est successive. On ne fait pas une annonce et puis on s'arrête là. Il faut veiller à ce que les messages soient cohérents, comme on le disait tantôt. Donc, pour conclure, on dira que l'annonce est un processus continu et répétitif. Cela signifie qu'on doit de nouveau chaque fois repartir. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu sais? Parce que c'est important.
On n'annonce pas une fois et puis on se dit, ça y est, c'est bon, il sait. Parce que quelquefois, dans nos mécanismes de défense psychique, on a tendance, on bloque dessus, on prend, on met dans un tiroir et on fait comme si on n'a jamais rien entendu. Et quand je dis continu et répétitif, ça doit être dans tous les maillons de la chaîne. Parce que pour la petite histoire, je me souviens encore de l'enfant qui est arrivé dans mon bureau où il y a eu l'annonce, il y a eu le suivi, et qui est reparti chez le pédiatre qui lui demande « Mais est-ce que tu sais de quoi tu souffres ?»« Non, je ne sais pas. » Et le pédiatre qui me téléphone en catastrophe « Mais Sidonie, elle ne sait pas, il faut venir ici tout de suite. » Et moi qui arrive, et je lui dis « Mais ça, comment tu ne sais pas ?» Et alors elle se retourne vers le pédiatre et lui dit « J'attendais que vous me le disiez. » Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important de ne pas se dire à chaque fois c'est l'autre qui doit le faire. Mais on doit pouvoir le faire tous parce que nous sommes les maillons d'une seule et même chaîne. Et quand on dit par exemple qu'il n'y a pas de précipitation ni d'urgence à faire l'annonce, ce n'est pas pour dire qu'il faut attendre que l'enfant ait 15 ans. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Mais ce que cela veut dire, c'est qu'il ne faut pas quand un enfant entre dans votre site, que vous soyez tellement pressé de lui dire là tout de suite. Il faut quand même prendre le temps. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas d'attendre 16 ans. Comme je disais, le moment idoine, c'est vraiment entre 8 et 10 ans. Mais on ne va pas se dire tout le temps, vraiment, on a dit qu'il n'y avait pas de précipitation, attendons qu'il ait 19 ans. Donc, comme je le disais, l'annonce, elle est successive et elle n'est jamais définitive. Donc, comme je le disais, le suivi après l'annonce est essentiel parce que, de toutes les façons, c'est un état chronique parce que quelquefois, on dit maladie chronique et quelquefois, ça embrouille même aussi. Hein, de pouvoir se dire maladie chronique, on dit tu n'es pas malade, mais on dit maladie chronique. C'est un état chronique et c'est important que même dans la pratique, qu'on voit un peu aussi les termes que nous utilisons qui peuvent induire quelquefois ce que nous ne voulons pas dire. Je vous remercie.